Je voulais revenir un peu sur cette affaire Mossad Ojet, qui n'est pas d'ailleurs le sujet principal de cette émission, mais il y a quelque chose que les téléspectateurs voudront savoir concrètement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous a-t-il révélé dans ce dossier? D'où est partie la dette et comment on est arrivé là? Sans entrer bien sûr dans les détails, puisque vous avez dit le dossier est encore pendant au niveau de la justice. Sur ce dossier-là, effectivement, c'est un dossier sensible et beaucoup de Congolais savent, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais dans la diaspora congolaise, beaucoup savent qu'il a été proposé à Jean-Luc Maleka des millions du côté de la partie adverse pour qu'il se taise, en tout cas, pour qu'il n'évoque pas ce qu'il savait de cette affaire. Et Jean-Luc Maleka, je ne citerai pas de nom, a même été menacé par certains membres de la diaspora congolaise qui lui reprochaient de ne pas avoir, si vous voulez, pris l'argent du monsieur, en tout cas, pris des sous, parce que les Congolais considéraient que cet argent aurait pu servir à la cause congolaise. Donc, Jean-Luc Maleka avait dit non, et ces Congolais qui l'ont menacé sont encore aujourd'hui en France, et certains sont même rentrés au Congo. Donc, c'est pour vous dire, Jean-Luc Maleka n'était pas quelqu'un qui pouvait comme ça être acheté. Heureux de vous savoir, fidèle à TELAR TV7, mesdames, messieurs, bonjour et merci de suivre ce numéro de Droit de savoir consacré à la mémoire du docteur Jean-Luc Maleka, ancien ministre congolais de l'économie et des finances, décédé le 15 avril dernier à Nice, en France. Je suis en compagnie de Mingwa Biango pour évoquer l'homme, son parcours aussi bien politique que professionnel, ainsi que les valeurs qu'il incarnait. Bonjour Mingwa Biango et c'est un réel plaisir de vous avoir encore sur R7. Bonjour à vous, monsieur Christian Perrin. C'est également pour moi, malgré le temps qui est grave, suite au décès du ministre Maleka, d'être avec vous et de partager ce moment où nous allons parler de cet illustre patriote congolais. Merci de votre disponibilité pour le témoignage que vous allez nous apporter sur le docteur Jean-Luc Maleka. Fondateur et administrateur du site d'information congoliberty.com, vous êtes aussi président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africains. Vous publiez sur votre site un article dédié à Jean-Luc Maleka, article intitulé Itinéraire d'un patriote intègre et travailleur. Des qualificatifs qui pourraient en dire long sur la personne et tout à l'heure vous allez nous expliquer comment. Nous allons par contre faire fi de son cursus scolaire, mais en rappelant tout de même qu'il était docteur en sciences économiques, doctorat obtenu en France. Il va ensuite s'inscrire en parallèle à l'Institut d'études commerciales de Grenoble et à l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand, dont il a été diplômé. Alors, commençons par l'intégrité de l'homme. Son honnêteté, sa probité morale. Vous parlez d'un homme intègre. Tout à fait. Alors, le ministre Jean-Luc Maleka, vous allez m'excuser de parler de lui au présent, était quelqu'un que je portais beaucoup pour vous dire. Je l'appelais Tonton, je l'appelais parfois le Monjombo, nom de son ethnie, et il m'appelait Fiston. Donc, c'est un illustre personnage de la République aujourd'hui qui s'éteint. Malheureusement, on s'attendait un tout petit peu à ce qu'il nous quitte parce qu'il a beaucoup souffert. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut d'emblée dire que c'est une grande perte pour le Congo. En ce qui concerne l'homme, effectivement, il a été proche de tout le monde. Quand je dis proche de tout le monde, Jean-Luc Maleka n'était pas un homme politique comme tous les autres. C'était plutôt un gestionnaire de la cité qu'on peut aujourd'hui confondre, en tout cas appeler comme homme politique, mais ce n'en était pas un en fait. C'était plutôt la gestion pour lui de la chose publique En comme fait, vous la nous parlez démocratie là athénienne. vous nous parlez là d'un technocrate, c'est ça, c'est beaucoup plus C'est ça. ça. Jean-Luc Maleka était d'abord un technocrate. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, moi, je vais plutôt m'appuyer sur quelques faits pour illustrer la grandeur de l'homme, son humanisme, son patriotisme.
Je En ce vous qui en prie. concerne son patriotisme, on va donc parler de deux ou trois affaires des affaires dans lesquelles Jean-Luc Malika s'est impliqué. Il y a d'abord l'affaire Odiedge, pour laquelle je ne ferai pas certaines révélations parce que c'est encore un dossier en cours. Mais en tout cas, en ce qui concerne le dossier Odiedge, comme vous le savez, le ministre Maleka était, à l'époque où cette affaire a commencé, non seulement directeur des impôts, mais également ministre des Finances pendant le gouvernement de transition. Donc, ça veut dire qu'il connaît bien ce dossier, comme il me disait, de ce contribuable-là. Aujourd'hui, on parle d'une dette d'1 milliard 200 ou 300 millions d'euros ou de Un dollars. milliard 300 millions. Exactement. Alors, donc, le ministre Maleka, je vous en parle parce que euh, je l'ai moi-même, si vous voulez, accompagné au pôle financier de Nanterre. Il était déjà malade, en tout cas, il marchait déjà très difficilement. Il est arrivé à Paris. Il était convoqué en 2019 au pôle financier de Nanterre pour un interrogatoire des enquêteurs. Donc, euh, sur cette affaire-là, Jean-Luc Maleka ne faisait pas de différence, c'est-à-dire que son témoignage arrange ou arrangeait plutôt le gouvernement de Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso. Mais me disait-il, on ne peut pas, parce qu'on condamne la gestion chaotique de M. Denis Sassou Nguesso, encourager que le peuple congolais se fasse spolier parce que cette dette indigne ou ignoble ou falsifiée aura des retombées sur les générations futures, en tout cas sur la jeunesse. Donc, En fait, voilà vous un êtes en train exemple. de nous dire que c'est quelqu'un qui savait faire la différence entre l'homme et la nation. Tout à fait. Et c'est ce qui l'a emmené à témoigner sur ce qu'il savait sur ce dossier-là. Et mieux, comme vous le savez, le ministre Maleka donc, a été un grand commis de l'État. Il n'a jamais touché un centime de sa retraite, en tout cas de ce que le Congo lui doit, euh, pour des raisons qu'il ne comprenait pas lui-même, en tout cas, il n'a jamais touché un centime de sa pension. Mais malgré ça, pratiquement au soir de sa vie, il y a le cabinet américain qui était mandaté sur l'affaire Odiedge par le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, qui est allé le voir à Nice et il a également témoigné, il a été enregistré au fin de l'enquête. Donc c'est pour vous dire, il aurait pu, parce que sa vie a quand même été assez difficile, dire que je n'ai pas de retraite du Congo et point besoin d'aider ce gouvernement-là pour qu'il, si vous voulez, annule la dette, en tout cas, qu'il donne des éléments qui permettraient au Congo de contrer au jet. Donc voilà l'homme, c'est pour vous montrer sur cet exemple précis, sans entrer dans les détails de cette affaire, que c'était vraiment quelqu'un qui savait faire la différence entre les ennemis du Congo, les adversaires du Congo et les rivalités politiques ou politiciennes congolaises. Est-ce que vous êtes en train de nous dire là que c'est le côté religieux qui a beaucoup joué aussi en lui, c'est ça? Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il était aussi un fervent croyant. Alors, sur ce volet-là, effectivement, je pense que Jean-Luc Maleka, c'est pas seulement ce côté croyant, c'était un fervent croyant de par sa mère qui a été donc Firmin Maleka, qui est décédée à 76 ans et qui a été la première femme africaine à créer une fraternité catholique en Afrique. C'était la fraternité de Saint-Joseph. Mais Jean-Luc Maleka, comme tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, bon, on voit avec la gouvernance du pays, on pense que nos compatriotes du Nord sont peut-être moins éduqués que ceux du Sud qui n'ont pas de valeur, ce qui est faux. Jean-Luc Maleka a d'abord reçu une éducation de ses parents avant de devenir chrétien. Donc, c'est d'abord son éducation, son parcours professionnel et scolaire, et puis ensuite sa vie politique qui a été effectivement sous-tendue par ses croyances religieuses. Mais Jean-Luc Maleka, pour vous dire, son désintéressement de,
en tout cas son désintéressement de la gestion, en ce qui concerne la gestion des affaires. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas connu, mais en tout cas, dans nos discussions, il m'a fait certaines confidences que je vais ici révéler. Jean-Luc Maleka a été très proche du ministre Paul Kaya, que notre génération à nous, peut-être que les jeunes ne connaissent pas. En tout cas, Jean-Luc Maleka était très proche idéologiquement de Paul Kaya. Jean-Luc Maleka s'est rendu avec une délégation dont je ne citerai pas le nom, avant la conférence nationale, s'est rendu en Côte d'Ivoire pour demander à Paul Kaya d'être, en tout cas, de se positionner comme Premier ministre de la transition. Donc, c'est pour vous dire, hein, Jean-Luc Maleka est du Nord, il se déplace, il va en Côte d'Ivoire pour discuter avec Paul Kaya, pour lui proposer qu'on milite pour qu'il soit le Premier ministre de la transition qui s'annonçait, parce que, comme vous le savez, les conférences nationales se terminaient toujours par un gouvernement de transition avec un Premier ministre élu par la conférence. Donc, le schéma était connu et à cette occasion, Paul Kaya avait refusé pour des questions qui étaient les siennes. Donc, comme vous savez, Paul Kaya était particulièrement traumatisé sur les conditions qui l'ont mené à fuir le pays, en tout cas à s'exiler en Côte d'Ivoire, parce que Paul Kaya a été persécuté sur le régime de Massamba Deba. Donc, il a été très traumatisé. Paul Kaya avait dit non. C'est la raison pour laquelle, à la conférence nationale, Paul Kaya n'était pas candidat à la primature. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu malheureusement une guerre une guerre civile au Congo avec 400 000 morts selon certains spécialistes. Et à l'issue de cette guerre, comme vous le savez, Paul Kaya est rentré au Congo et a travaillé avec Sassou Nguesso. Il y a eu des négociations en amont et Paul Kaya, qui avait besoin d'un homme de confiance, a négocié avec Sassou Nguesso et avait invité Jean-Luc Maleka à y participer. En particulier, il y avait des discussions à Paris et donc Jean-Luc Maleka, en tant que conseiller de Paul Kaya, a participé à ces échanges, ces discussions. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que pendant ces négociations-là, il avait été donc convenu que Paul Kaya soit le Premier ministre. Et comme vous le savez, Paul Kaya n'a jamais été Premier ministre de Denis Sassou Nguesso. Paul Kaya a plutôt été un numéro 2 de l'exécutif de Denis Sassou Nguesso. Donc, dans les premières négociations, on a que Paul Kaya doit être Premier ministre. Et ensuite, il s'est passé des choses. Sassou, finalement, a décidé que Paul Kaya n'aurait pas le titre de Premier ministre, mais de numéro 2. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est que dans le package global, il a été proposé, en tout cas dans ces négociations, que Jean-Luc Maleka soit ambassadeur du Congo pour le Benelux, donc en Belgique, pour l'Union européenne. Et Jean-Luc Maleka, au final, bien qu'il avait de l'estime pour Paul Kaya, avait fini par dire non à cette proposition parce que pour lui, il avait bien compris que Sassou ne respecterait pas ses engagements du fait que de Premier ministre proposé à Paul Kaya, finalement, il n'en était plus question. Donc, Jean-Luc Maleka avait dit non et n'a pas été l'ambassadeur du Congo pour le Benelux en 97. Donc, c'est pour vous dire, hein, il aurait pu dire oui, je m'en vais, j'aurai un poste d'ambassadeur avec les privilèges qui vont avec. Il avait dit non. Donc, voilà, si vous voulez, un autre aspect de la personnalité de Jean-Luc Maleka qui n'était pas attaché aux privilèges et Dieu seul sait, parce qu'on parle de la mort de Jean-Luc Maleka en France, mais ce que les Congolais doivent savoir, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas propriétaire en France. Il a quand même été directeur des impôts au Congo et avec l'actualité récente, vous savez qu'il y a un directeur des impôts qui s'est retrouvé en prison et c'était même sujet de moquerie pour lui par certaines personnes du fait qu'il est en France et qu'il vit dans un logement social.
Hein, ce n'est pas là salir sa mémoire, mais c'est pour vous dire Oui, qu'il a été... évidemment. Donc, vous nous parlez là de la probité morale, patriote, technocrate, vous avez dit, et un homme de caractère, finalement, une fois qu'il a négocié avec quelqu'un, si le partenaire ne respecte pas les négociations ou les promesses, hein, il est capable, évidemment, de décliner un certain nombre de choses. Mais moi, je voulais revenir un peu sur cette affaire Mohsen Odjet, qui n'est pas d'ailleurs le sujet principal de cette émission, mais il y a quelque chose que les téléspectateurs voudront savoir concrètement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous a-t-il révélé dans ce dossier? Comment, d'où est partie la dette et comment on est arrivé là? Sans entrer bien sûr dans les détails, puisque vous avez dit le dossier encore pendant au niveau de la justice. Alors sur ce dossier-là, effectivement, c'est un dossier sensible et beaucoup de Congolais savent, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais dans la diaspora congolaise, beaucoup savent qu'il a été proposé à Jean-Luc Maleka des millions du côté de la partie adverse pour qu'il se taise, en tout cas, pour qu'il n'évoque pas ce qu'il savait de cette affaire. Et Jean-Luc Maleka, je ne citerai pas de nom, a même été menacé par certains membres de la diaspora congolaise qui lui reprochaient de ne pas avoir, si vous voulez, pris l'argent du monsieur, en tout cas, pris des sous, parce que les Congolais considéraient que cet argent aurait pu servir à la cause congolaise. Donc, Jean-Luc Maleka avait dit non, et ces Congolais qui l'ont menacé sont encore aujourd'hui en France, et certains sont même rentrés au Congo. Donc, c'est pour vous dire, Jean-Luc Maleka n'était pas quelqu'un qui pouvait comme ça être acheté. Donc, en ce qui concerne l'affaire Odjet, on va rester sur les généralités qui sont connues. Il avait même accordé une interview à Congo Liberty où Jean-Luc Maleka expliquait succinctement avec ses mots que cette dette a été fabriquée par M. Denis Sassou Nguesso qui se savait partant. Donc, juste avant, la conférence nationale a été reconnue une dette de Mohsen Odjet. Et Jean-Luc Maleka m'a même révélé, et il avait des documents pour dire que déjà à l'époque, Mohsen Odjet devait, à travers ses différentes activités au Congo, était redevable des impôts. Donc la transition arrive. Ensuite, il y a différents audits qui ont été faits de la créance de l'État par rapport aux opérateurs économiques locaux, nationaux, dont les étrangers qui exerçaient au Congo. Et à aucun moment n'a été, si vous voulez, identifié cette dette qui ensuite est apparue sous l'ère Lissouba. Alors, quand on parle de l'ère Lissouba, c'est vrai qu'il y a des lissoubistes qui s'insurgent en disant oui, mais c'est pas possible. En tout cas, ce qui s'est passé, selon Jean-Luc Maleka, qui a fait une passation de service avec le ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba, qui était Clément Mwamba, pendant la passation de service, a été évoquée la dette, la transmission des dossiers a été faite et à aucun moment il y avait le dossier Mohsen Odjet. Et ce qui se passe, c'est que 6 semaines après l'installation du professeur Pascal Lissouba à la présidence de la République, M. Clément Mwamba a reconnu la dette. Donc, ce n'est pas Pascal Lissouba en tant que tel qui reconnaît la dette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Clément Mwamba était déjà, paix à son âme, dans les magouilles de M. Denis Sassou Nguesso. Il a été conseiller de M. Denis Sassou Nguesso sous Sassou I. Il était directeur de la BCC à l'époque, la Banque commerciale congolaise. Donc, c'était le principal conseil économique de M. Denis Sassou Nguesso. En passant, c'était un banquier. Donc, Monsieur Mwamba était déjà un proche de Monsieur Denis Sassou Nguesso et c'est lui qui a reconnu cette dette. C'est lui qui a reconnu cette dette. J'ai même envie de dire aux dépens de Monsieur Lissouba qui s'est installé et qui n'avait peut-être pas cette information. Donc c'est parti de là. Et ensuite, il y a eu une inflation lorsque Sassou II arrive parce que ensuite le ministre Mungunga refuse. Lorsqu'on lui présente le dossier, le ministre Mungunga refuse de payer cette dette. Et moi, je peux vous dire, personnellement, sous Pascal Lissouba, la première fois que j'ai vu Mohsen Odjet, c'était à Anguien-les-Bains. Il est venu squatter l'hôtel de Mbéry Martin à l'époque. Hein. Il y a des témoins que je ne citerai pas,
pour voir si M. Mbéry Martin pouvait l'aider. C'était en gros dans les années 96. Et je l'ai vu pour la première fois, c'était en Guyane. Donc c'est pour vous dire, Souli Souba, finalement, cette dette n'a pas été reconnue. Et c'est lorsque M. Denis Sassou Nguesso arrive qu'il voit ensuite comme un boomerang cette dette, parce que M. Odjet finalement est un félin, il a demandé à l'État congolais de payer cette dette. Donc, M. Denis Sassou Nguesso fabrique une dette qui aujourd'hui lui revient comme un boomerang. Et donc, voilà le souci maintenant. Cette dette qui était au début une dette en francs CFA a été, si vous voulez, convertie en dollars par le secrétaire général de M. Denis Sassou Nguesso qui nous a quittés. Je crois que c'est Longonda, en tout cas, j'oublie son nom. Donc, il y a eu comme ça des magouilles. On a transformé cette dette en francs CFA. En fait, voilà. Donc, si j'ai bien compris, Mingwa, c'est une dette, en fait, on prendrait l'image d'une patate chaude que Denis Sassou Nguesso a voulu faire tenir à Pascal Lissouba et qui, malheureusement, est venu encore retrouver sa dette parce qu'il croyait que... Oui. Tout à fait. Monsieur Odjedj, finalement, a été plus rusé que Monsieur Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui, amis qu'ils étaient, Monsieur Odjedj a plutôt mis de son côté des avocats qui aujourd'hui dament le pion à la République du Congo. Donc, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que cette dette, finalement, va être, puisqu'elle est reconnue dans les tribunaux internationaux, ça va être une dette que les futurs dirigeants du Congo auront à gérer. Et donc, le ministre Maleka était quelqu'un qui connaissait bien ce dossier. Et pour vous dire, il y a un autre dossier également. La réputation d'expert en économie du ministre Maleka était reconnue dans plusieurs pays, pour ne pas dire à travers le monde. Il y a aujourd'hui un dossier, en tout cas l'actualité d'un appartement de Claudia Sassou dans la Trump Tower à New York. Mais pour ceux qui suivent ces dossiers, il faut savoir que quand on lit en tout cas le mandat judiciaire américain, que ça a été acheté avec des fonds qui sont venus de José Vega d'Asperbras. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que... c'est le monsieur qui devrait s'occuper du projet Oporto, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que on est parti d'un préfinancement de Gunvor, le Suisse, et il y a eu une enquête en Suisse. Suite à cette enquête, les autorités judiciaires helvétiques ont déclenché une commission rogatoire. C'est-à-dire que dans cette commission rogatoire, c'est quoi? C'est de demander à toute personne qui ont des informations sur cette affaire de se rapprocher des autorités judiciaires helvétiques. Et le Portugal, puisqu'il y avait des ramifications sur l'affaire Asperbras, le Portugal, c'était, en tout cas les autorités judiciaires portugaises s'étaient rapprochées de la procédure helvétique et c'est le juge portugais qui a demandé comme expert dans ce dossier le ministre Maleka. Le ministre Maleka était en 2019, nous l'avons accompagné à Lisbonne. Hein, le ministre Maleka donc était expert dans ce dossier également à la demande d'un juge d'instruction criminelle, Carlos Alexandre, et Jean-Luc Maleka s'y est rendu en janvier 2021, on l'a accompagné là-bas. Donc, voilà un peu, si vous voulez, Maleka. Oui, tout à fait. Merci Mingwa Biango. Vous avez amorcé donc le côté économique, en fait, la probité morale qui continue, puisque là, vous venez de nous parler de l'affaire Odjedj, où finalement, Jean-Luc Maleka pouvait faire comme les autres au Congo-Brazzaville, se laisser corrompre, puisque c'est des millions qu'on lui avait proposés. Mais il a dit non, donc on peut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout corruptible. Et aujourd'hui, le Congo, par la faute bien sûr de Denis Sassou Nguesso, traîne une autre dette, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est 1,3 milliard d'euros qu'il faut payer. Je crois que dernièrement, le recours que Denis Sassou Nguesso avait fait avait été rejeté, donc le Congo doit s'attendre à payer aussi
1,3 milliard. Et comme vous l'avez dit, finalement, c'est les générations futures qui viendront payer cela. Mais alors, en parlant, puisque vous avez déjà amorcé son activité économique, je vais vous proposer de suivre un extrait d'une interview que vous avez d'ailleurs réalisée. Nous avons pris un extrait où il parle de la dette congolaise. Et on reviendra sur le plateau pour le commentaire suivi. Si vous ne m'avez pas écouté ces dernières années, ça ne veut pas dire que j'avais les bras croisés. Nous avons fait des choses, notamment dans le domaine juridique et judiciaire, et qui vont porter des fruits. Et en portant des fruits, notamment dans le domaine de l'endettement, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat qui aurait dû animer les élections présidentielles. Comment voulez-vous qu'en 2010, le taux d'endettement était de 20% à peine, et que maintenant, nous sommes à plus de 120%. Qu'est-ce qui s'est passé? Est lié à cette corruption généralisée. Je sais de quoi je parle, puisque finalement, j'ai travaillé au ministère des Finances et je connais bien des dossiers où il y a eu des dettes qui n'ont pas leur raison d'être. Le Congo peut se relever sans l'aide du Fonds monétaire international. Prenons un cas que tout le monde connaît. Quand on parle des 14 000 milliards de francs CFA, il faut savoir d'où vient l'origine de ces sommes importantes. Au moment où, à partir de 2010, il y a eu des excédents budgétaires importants. Toutes ces années, 2010, 2011, 2012, 2013, on avait demandé à ce que ces excédents budgétaires soient placés au trésor public. Il y a eu des excédents. Par exemple, rien qu'en 2 ans, il y a eu plus de 4 300 milliards. Et au début, on a placé une partie à la Banque centrale la première année, une autre au trésor public. La deuxième année, un peu plus au trésor, et la troisième année, quasiment tout au trésor, et les autres années ultérieures dans des banques étrangères. Là, je le dis parce que j'ai consulté non seulement les lois de finances, mais surtout ce qu'on appelle les lois de règlement. Les lois de règlement nous montrent l'exécution budgétaire. Et là, je l'ai consulté sur des documents congolais. Rien qu'à partir de là, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche. Comme il y a quelque chose qui cloche, donc il faut approfondir. Aucun débat. Et là, c'est également un de nos mots. Nous ne nous intéressons pas aux problèmes économiques, souvent. Nous nous intéressons beaucoup plus à la politique. Or, quand on voit le Congo tel qu'il est venu depuis des années et des années, si on regarde bien l'économie de notre pays, quand nous avons démarré l'indépendance, le Congo était un des pays qui étaient les mieux nantis dans toute l'Afrique, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de santé, que ce soit dans toutes les matières. Comment nous nous sommes effondrés, comment à un moment donné nous avions beaucoup d'argent et que maintenant il n'y ait plus rien, que tout le monde devienne malheureux. Il faut approfondir. C'est pour ça que par rapport au Fonds monétaire, je suis persuadé que l'essentiel aujourd'hui, ce sera, j'ai une idée à peu près sur les travaux de recoupement, sur l'évaporation qui a pu se faire. Alors voilà, le Congo-Brazzaville, disait-il, peut se passer du Fonds monétaire international. Et d'ailleurs, il s'étonnait, il ne comprenait pas comment expliquer qu'en 2010, le Congo était à 20% de sa dette extérieure, sans compter bien sûr l'annulation quasi totale de sa dette par les institutions de Bretton Woods, et que 8 ans après, le Congo s'est retrouvé avec une dette extérieure de plus de 100% de son PIB. Alors, vous évoquez donc dans votre article toujours une orthodoxie financière qu'incarnait l'homme dans le gouvernement de transition d'André Milongo. Vous m'excuserez, hein, je ne suis pas un expert en économie, mais c'est vrai que non, au moins dans vos échanges, ce qu'il a Jean-Luc dû Maleka, effectivement, me parlait beaucoup de ces dossiers sensibles qu'il décortiquait, si vous voulez. En tout cas, ce dont je peux vous parler, c'est les solutions qu'il préconisait pour le Congo. Pour les 14 000 milliards, effectivement, je pense que dans cette interview, il n'est peut-être pas parti trop loin.
mais pour lui, les 14 000 milliards n'ont jamais été déposés dans un compte, en fait. C'est à partir de différents documents et de ces réseaux au Congo qu'il a défini comment a été dilapidé tous ces fonds-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne les solutions qu'il préconisait, effectivement, il disait que le Congo n'avait pas besoin de plan de sauvetage ni du FMI ni de la Banque mondiale. Mais ça, c'était, si vous voulez, ce qu'il intégrait dans sa vision politique, c'est-à-dire qu'il préconisait une transition politique et pacifique. Et c'est l'un des héritages du ministre Maleka, une transition politique et pacifique qu'il entendait un peu à l'image de ce qui s'était passé en 91, mais il préconisait une transition beaucoup plus longue, c'est-à-dire 5 ans, sur la base consensuelle de toutes les forces vives du pays, sans chasse à la sorcière. Sans chasse à la sorcière, c'est vrai que c'est difficile à entendre, mais il savait que si la transition de M. André Milongo avait réussi, parce qu'elle avait réussi, c'est parce qu'il y avait un consensus politique. C'est-à-dire que demain, le Congo, pour le reconstruire, vous aurez différentes revendications, ce qui ne s'est pas fait pendant la transition d'André Milongo parce que les gens savaient qu'il fallait redresser le pays. Donc ça, c'était sur la vision politique. Il faut un consensus. Ensuite, il disait effectivement, pour revenir à ce que vous dites, que le Congo n'avait pas besoin de s'endetter de nouveau. Avec les recettes fiscales du Congo, on pouvait déjà payer les salaires, mais aussi il fallait faire un audit pétrolier, un audit de la dette congolaise. Comme vous savez aujourd'hui, le plus grand créancier du Congo, c'est la Chine. Et sans rentrer, si vous voulez, dans des explications techniques que moi-même je ne maîtrise pas beaucoup, ce que je peux vous dire, c'est que pour Jean-Luc Maleka, on pouvait avec les Chinois discuter en s'appuyant sur les barils de pétrole, parce que tout ça a été financé en gageant le pétrole congolais. Mais pour Jean-Luc Maleka, il ne fallait pas seulement voir la quantité des barils qui ont été octroyés aux Chinois, mais il fallait voir la valeur du baril à l'époque où on les donnait aux Chinois. Hein. C'était une époque où le baril tournait autour de 80 et 100 dollars. Donc, il y avait là, si vous voulez, une évaluation à faire pour voir exactement comment discuter avec les Chinois. Mais pour lui, selon son calcul, il y avait vraiment beaucoup à faire et le Congolais sortirait gagnant de ce type, si vous voulez, d'évaluation. Donc, ça, c'était des pistes que le ministre Maleka préconisait. C'est vrai que c'était très technique et parfois, j'avais un peu du mal à suivre, même si c'était un très Tout à bon... fait, je comprends très bien. Alors, évidemment, nous l'avons dit tout à l'heure, c'était un technocrate. Mais est-ce qu'il vous a parlé tout de même de son expérience au ministère de l'économie et des finances? Comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas avoir les gros soucis d'argent lorsqu'on sait que quand Denis Sassou Nguesso part après la conférence nationale, les caisses sont vides, le Congo est endetté, ils viennent trouver quand même une situation financière catastrophique, mais pourtant, ils ont pu tenir la transition sans problème. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'héritage politique que nous laisse Jean-Luc Maleka, c'est la transition. On peut demain ne plus avoir comme dirigeant de ce pays M. Denis Sassou Nguesso, mais vous allez arriver et les caisses seront vides. Donc il faut, pour demain, pour les patriotes congolais, un consensus politique. Sans consensus politique, on n'avancera pas. Et c'est ce que je rappelais. Sous la transition d'André Milongo, tout le monde savait que ce n'est pas André Milongo qui avait détourné les fonds. Donc les gens avaient de l'espoir qu'un technocrate comme André Milongo remette le pays sur les rails. Comme aimait le rappeler Jean-Luc Maleka, il disait que le pays a déraillé. Alors, ce qu'il faut aussi que les Congolais sachent, c'est que Jean-Luc Maleka a été le seul ministre qui, du début
du gouvernement de la transition jusqu'à la fin, comme André Milongo a été dans le gouvernement. Il a commencé comme secrétaire d'État au budget. Ensuite, il a fini ministre de l'économie et des finances en remplacement du doyen Babakas. Donc, voilà pour vous dire, André Milongo l'a gardé du début à la fin parce que c'était quelqu'un d'honnête, c'était même quelqu'un qui a pris des risques lorsqu'il y a eu le coup d'État manqué du général Mokoko. Il s'est retrouvé avec André Milongo du côté du Djoué. De Mankundi, alors, on appelle voilà, ça. c'est ça. Donc, Jean-Luc Maleka, ils n'ont pas fait de miracle pendant la transition. Il y avait des bons gestionnaires, il y avait un consensus politique et ce consensus politique allait des partisans de l'Issouba à ceux de Denis Sassou Nguesso et les choses se sont bien passées. Donc, il faut que les Congolais sachent que demain, pour le Congo, il faut de nouveau une transition consensuelle pour que notre pays se remette sur des bons rails. Et si demain, nous avons des patriotes, parce que Jean-Luc Maleka me disait, quand je lui parlais de lui, il me disait, mon petit fiston, ne sois pas inquiet, il y a encore des Congolais comme moi, c'était quelqu'un de très modeste, qui aujourd'hui, sans même au Congo, pourront demain relever la barre. Et c'est là où nous en arrivons également, je ne sais pas si on va en parler, sur le manque de patriotisme des dirigeants actuels qui sont en train de créer un précédent en cédant nos terres aux Rwandais, tout simplement. C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas xénophobes. Les Congolais, aujourd'hui, nous sommes meurtris dans notre chair lorsque nous apprenons qu'on fait venir nos frères rwandais, parce que ce sont des frères, pour nous apprendre à planter ou du piment ou des aubergines, en sachant qu'on est quand même dans une région, la région de la Bouenza, et c'est vrai, dans toutes les régions du Congo, les Congolais savent cultiver, savent élever, il suffit juste de les accompagner, en tout cas que l'État les accompagne. Et voilà aujourd'hui le manque de patriotisme qui emmène le Congo dans des conflits futurs avec un autre pays africain qui est le Rwanda. Mais là encore, il faut dire que la superficie qui leur a été accordée est tellement énorme, c'est quand même 980 km², donc 3 fois la ville de Brazzaville, presque 4 fois, parce que finalement Brazzaville c'est 264 km², donc c'est 4 fois Brazzaville, c'est énorme, et où dans des zones réputées d'un sol fertile, c'est-à-dire là où nos mamans, nos papas cultivent, bon bref. Alors, donc tout à l'heure vous nous parliez d'un cadre, j'allais dire, un cadre intègre, qui s'en est allé, intègre, travailleur, voilà, technocrate, qui avait la culture, sinon j'allais dire la gestion financière, une gestion orthodoxe, parce que c'est ça qu'il faut retenir de lui, et qui pouvait encore servir le Congo jusqu'à un moment donné, pour moi, avant qu'il ne s'en aille, mais qui finalement s'est retrouvé à l'extérieur. Nos téléspectateurs souhaiteraient aussi savoir comment, pourquoi il s'est retrouvé à l'extérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour les Congolais, on est caricaturalement dans un clivage nord-sud. Donc, si M. Jean-Luc Maleka, puisqu'il connaît bien M. Denis Sassou Nguesso, il a été son ministre des Finances, qu'on le veuille ou non, pendant la transition. Il a été nommé aux impôts à l'époque par le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso sous Sassou 1. Donc, c'est quelqu'un, si vous voulez, non seulement qui connaît Denis Sassou Nguesso, mais qui connaît un peu tout le monde au Congo. Donc, il aurait pu faire comme d'autres, demander un poste, et puis il aurait eu ce poste. Sous le président Lissouba également, il n'a pas été utilisé. Comment pouvez-vous comprendre qu'un ancien directeur des impôts, que quelqu'un qui a participé au gouvernement de transition, qui a mené à bien la transition en tenant les cordons de la bourse, c'est le gouvernement de transition à travers Jean-Luc Maleka aux États-Unis, par l'intermédiaire d'un assureur américain qui a fait faillite d'ailleurs depuis, qui avait trouvé l'argent pour organiser les élections.
Donc, sous Pascal Lissouba, je vais vous dire qu'il n'a pas non plus été utilisé, et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est peut-être une autre confidence que je vais vous faire. Lorsque le président Pascal Lissouba arrive au pouvoir, le président Pascal Lissouba, avec ses bonnes intentions, a consulté les dirigeants de la transition. Donc, il les a reçus différemment, dont Jean-Luc Maleka, qui, à l'époque, était, si vous voulez, qui avait été approché par Mireille Lissouba, qui était conseillère de son père. Et Mireille Lissouba a organisé une rencontre entre Pascal Lissouba, nouvellement élu, et Jean-Luc Maleka. Parce que Pascal Lissouba, qui était assez impressionné par Jean-Luc Maleka, voulait l'utiliser, en tout cas travailler avec lui. Et donc, il y avait comme intermédiaire Mireille Lissouba, qui est d'ailleurs encore en vie, elle pourra le témoigner. Et donc, j'ai pas envie de dire les négociations, mais les échanges étaient vraiment très avancés. Et il s'est passé ensuite que Jean-Luc Maleka n'a pas été nommé à quelque poste que ce soit, ni dans l'administration, parce que les faucons qui entouraient Pascal Lissouba, et il faut le dire, voyaient d'un très mauvais œil qu'un bon gestionnaire comme Jean-Luc Maleka soit nommé au travail avec le président Lissouba. Donc Mireille Lissouba est encore en vie, elle peut le témoigner, et c'est pour vous dire que le professeur Lissouba, on ne fait pas ici, si vous voulez, son bilan, mais quelque part a également été mal conseillé par des faucons qui voulaient à tout prix installer les leurs. Et c'est là aussi, puisqu'on a parlé de Clément Mwamba, il faut dire qu'à l'époque, même les lissoubistes pur jus, que moi-même j'étais, ne comprenions pas que quelqu'un comme Clément Mwamba soit nommé ministre des Finances. Personne n'avait compris qu'on mette un Prosassou à ce poste-là. Donc voilà un peu comment les choses ont été faites. Et malheureusement, des dignes fils de ce pays comme Jean-Luc Maleka, et il y en a bien d'autres, ont terminé leur carrière, oui, à l'étranger, parce que Jean-Luc Maleka ne supportait pas non plus ce qui se passait au Congo. Et pour vous dire pourquoi Jean-Luc Maleka s'est retrouvé également au Congo, c'est parce qu'il craignait pour sa vie, en fait. Il s'est retrouvé en France, vous avez dit, on voulait dire, c'est ça? Pour sa vie en France, c'était une chose, mais au Congo, il était sûr de finir, il n'aurait pas fini sa vie à 73 ans. Il aurait été tué. En tout cas, c'est, si vous voulez, le pressentiment qu'il avait. Et pourquoi il avait ce pressentiment? Ce que vous devez savoir également, c'est que Jean-Luc Maleka avait un frère aîné qui était colonel de l'armée de l'air. On a évoqué la mémoire de Firmin Maleka, leur maman, parce que je pense que c'est une famille où il y a eu 12 enfants. Lors de la mort de maman Maleka, Firmin Maleka, son frère aîné qui assistait à la veillée de sa mère, a été envoyé en mission pendant qu'il pleurait sa mère au Cameroun. Et pour vous dire, cet avion qu'il a pris, c'était un Antonov russe, a explosé du côté du Gabon. Donc le jour où on enterre la maman des Maleka, on enterre également le colonel Maleka qui était un proche du général Mokoko. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que Jean-Luc Maleka avait une de ses sœurs qui était cadre dans la société Chevron aux États-Unis. Elle était aux États-Unis où elle a passé 6 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque M. Denis Sassou Nguesso a envoyé son fils, dont je ne citerai pas le nom, mais que les Congolais pourront imaginer, oui. Quand il est allé en formation aux États-Unis, entre autres, il était chez Chevron, à San Francisco. Il a travaillé, il a été, si vous voulez, il avait pas marraine, mais maître de stage, la fille Maleka, donc la sœur de Jean-Luc Maleka. Il rentre au Congo, il demande à son père de faire venir impérativement
la fille Maleka au Congo. Finalement, le Congo a fait revenir, a demandé à Chevron d'affecter, en tout cas, la fille Maleka, en tout cas de la mettre à la disposition du Congo. Elle est rentrée et 6 mois après, elle est morte. 6 mois après, elle est morte. Donc, pour Jean-Luc Maleka, tout ça avait été fait à dessein pour commencer à liquider tous ses parents. Donc, Jean-Luc Maleka craignait pour sa vie. Je vous fais aujourd'hui, excusez-moi, des révélations, peut-être que certains savent, mais combien des Congolais ne le savent pas. La sœur de Jean-Luc Maleka a été, j'ai pas envie de dire assassinée, mais il y a des circonstances troubles qui font qu'on pense qu'elle a été liquidée, tout simplement parce que c'était une dame qui était très brillante. Donc, Jean-Luc Maleka n'est pas resté en exil en France parce qu'il le souhaitait, mais parce qu'il craignait également pour sa vie. Merci, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons parler tout de même de son activité politique. Il était aussi engagé, s'il faut le dire, acteur de la transition pacifique au Congo-Brazzaville. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans cet extrait que je vais vous proposer de suivre. Et on revient sur le plateau pour que vous commentiez l'extrait. Suivez. J'ai été un acteur de la conférence nationale souveraine, puis j'ai participé à la transition démocratique 1991-1992 dans le gouvernement de André Milongo. Au Congo également, j'ai eu à travailler en tant que vacataire à l'université Mariangouabi et à l'École nationale d'administration et des entreprises. Ensuite, j'ai eu le plaisir aussi d'être chef de la délégation congolaise à l'UDEAC et souvent, j'ai principalement participé à la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée avec d'autres experts de la sous-région. Pourquoi je rejoins le projet de la transition démocratique et pacifique? Bien voilà, alors la transition pacifique au Congo-Brazzaville, que faut-il comprendre par là? Alors aujourd'hui, si vous voulez, les djinns-fils de ce pays pensent qu'il faut, comme moi d'ailleurs, une transition politique, pacifique et démocratique au Congo. Bon, après, chacun y va de sa réflexion, hein, mais vous avez une partie de gens qui pensent qu'il faut qu'on ait une transition à l'image de ce qui s'est passé au Congo, c'est-à-dire organiser des élections, ce que Jean-Luc Maleka et moi-même, si vous voulez, en tout cas, nous ne croyons pas à cette démarche parce que le problème du Congo aujourd'hui, comme vous le savez, très cher frère Christian, c'est que les élections chez nous sont à caractère ethnique, c'est-à-dire le vote. Aujourd'hui, dans le pool, on va voter Kolela, sans qu'on ne sache quel programme il a. Dans la cuvette, on va voter M. Denis Sassou Nguesso, malgré qu'il a aujourd'hui un bilan chaotique. Dans les pays du Grand Niari, on va voter Lissouba ou ceux qui aujourd'hui se réclament de Lissouba. Donc, si on va vers ce type de démocratie, avec Sassou Nguesso ou sans Denis Sassou Nguesso, on va repartir vers des affrontements parce que la contestation d'une élection, finalement, ça devient un affrontement entre différentes communautés. C'est-à-dire que des communautés, pourquoi? Parce que les partis politiques sont à caractère ethnique. Donc, la transition ne peut pas avoir que pour seul objectif l'organisation des élections. La transition doit repenser le Congo pour voir comment nous acheminer vers une gestion consensuelle de la chose publique en prenant les mesures nécessaires pour que la compétition électorale ne soit pas une compétition entre ethnies. C'est pour ça que pour notre part, nous parlons du fédéralisme au Congo. Quand on parle du fédéralisme, c'est vraiment pour expliquer notre vision politique, mais ça doit être un fédéralisme qui obéit à la sociologie politique congolaise. Aujourd'hui, si on fait une démocratie dite libérale, hein, parce que
chaque démocratie peut être qualifiée. Nous avons transposé dans notre pays, en 92, la constitution française à la virgule près. Nous avons eu une démocratie libérale et ça nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut aussi comprendre que si on va sur cette base-là, un fils du Nord, exceptionnellement, on a vu le cas de Mokoko qui a rassemblé, mais c'était beaucoup plus stratégique ou tactique, mais un fils du Nord, dans une configuration normale, au vu de la faiblesse de la population du Nord, ne pourra jamais arriver aux élections. Donc, il faut trouver des mécanismes qui doivent rassurer tout le monde si nous allons vers ce type de oui, mais Mingwa Biango, dans le même cas, il faut rappeler que le professeur Pascal Lissouba, qui était un Nzebi, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une ethnie majoritaire, et pourtant, il a été élu par les Congolais. Comme quoi, ça peut toujours fonctionner. Alors, très cher Christian Perrin, vous savez, on ne peut pas bâtir des institutions sur des exceptions. Le professeur Pascal Lissouba a été une exception. On peut également citer, dans une moindre mesure, Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que vous en connaissez un autre, vous, au Congo, qui peut mobiliser comme Pascal Lissouba ou Jean-Marie Michel Mokoko? Ce sont des exceptions. On ne peut pas bâtir, si vous voulez, des institutions en se disant qu'il y aura toujours des hommes providentiels. Et on ne doit plus avoir au Congo des hommes providentiels parce que il faut sortir du champ politique, par exemple, tout ce qui va être développement de l'agriculture, tout ce qui va être politique sanitaire. Monsieur Christian Perrin, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi un candidat demain arriverait au Congo pour dire « moi, je vais construire des écoles, je vais construire des hôpitaux ». Non, aujourd'hui, tous les fondamentaux qui sous-tendent un pays sont par terre. Il faut laisser les techniciens de l'agriculture, de la santé, bâtir des programmes que les hommes politiques pourront ensuite appliquer. Donc, pour revenir à votre question, des hommes exceptionnels, Jean-Luc Maleka a été également un homme exceptionnel parce que quand on crée les Assises nationales du Congo, il est coordonnateur. Et là, je vous parle de la diaspora. Les divisions de la diaspora sont à l'image de celles qui sont au pays. Mais il y a eu un consensus autour de Jean-Luc Maleka. Mais on ne peut pas bâtir si vous voulez, des institutions sur des hommes exceptionnels. Il faut que demain, Christian Perrin ou voilà, d'autres comme moi, comme d'autres, puissent arriver aux affaires sans qu'on ne soit des hommes providentiels. Donc, il y a une véritable réflexion à avoir. Je pense que nous sommes des Congolais. Il y a eu des guerres civiles au Congo. Il faut qu'on en tire les conséquences. Il faut qu'on ait une gestion beaucoup plus décentralisée. Alors, la décentralisation, c'est vraiment un modèle français. Malheureusement, la majorité des cadres congolais ont été formatés par la France. Donc, quand on parle de déconcentration de pouvoir, ils vont vous parler de décentralisation, mais nous parlons de fédéralisme. Après, tout est dans le contenu que nous mettons. Il faut que les Congolais sachent que la France est une exception. En Europe, c'est le seul pays qui a ce modèle démocratique. Et en France, on parle de monarchie républicaine. Pour prendre un exemple, et c'est pendant le Covid, nous qui vivons en France, qu'on a vu que le président de la République a trop de pouvoir dans ce pays. Comment pouvez-vous comprendre que pour la disposition des salles de classe dans le fin fond de la France, c'était au gouvernement de décider ce qu'il fallait faire à la place des maires. Donc, pour vous dire, mais c'est un modèle français qui a été mis en place suite à l'histoire de la France en particulier, suite à la 4e République, à la guerre d'Algérie, bref, on a transposé ça chez nous. Donc, ne sommes-nous pas capables de nous asseoir, de trouver le modèle de gouvernance qui convient à notre pays. Qui convient au Congo-Brazzaville. Voilà. En tout cas, merci. C'est sur ça que nous réfléchissons.
Alors, est-ce que, évidemment, bon, déjà l'heure qui nous a été impartie, on me fait déjà signe à la régie que nous sommes à la fin. Mais est-ce qu'il avait, tout à l'heure, vous avez parlé des assises. C'était là son appareil politique et maintenant qu'il n'est plus là, que deviendra sa vision sur, bien sûr, Alors, la politique? les assises, non, ce n'était pas ni son appareil politique, c'était une fédération de, d'organes ou d'associations politiques. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons là, à travers ce témoignage, c'est de transmettre aux générations futures des modèles d'éthique, de morale, enfin d'éthique, oui, de patriotisme et de bonne gestion. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de connaître, en tout cas, Jean-Luc Maleka, avec qui j'ai fait un petit parcours. Même moi, en tant que Congolais qui réfléchit à la gouvernance future du pays, j'ai eu la chance de côtoyer une personne qui peut demain m'inspirer. Donc, si vous voulez, ce qu'on doit retenir de Jean-Luc Maleka, c'est son patriotisme et c'est également sa vision pacifique et d'unité nationale que le Congo doit retrouver demain. Juste pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est que Non, mais on va terminer probablement par une question combinée et ça sera évidemment la fin de cette émission. Nous parlons donc du docteur Jean-Luc Maleka qui vient de nous quitter et décédé le 15 avril dernier. Alors pour clôturer, vous allez donc nous dire quelque chose sur votre organisation, une ONG, Urgence Enfants africains et ce qui se passe actuellement à Ouesso, au nord du Congo. Voilà, j'ai dit 2 questions combinées et votre réponse tiendra lieu de la fin de l'émission. Merci. Alors, ce qui se passe à Ouesso, effectivement, c'est un fait tragique, dramatique. On a enlevé une jeune femme qui a finalement été retrouvée morte parce que son compagnon a demandé une rançon à sa famille de 500 000 francs CFA. En fait, il faut bien dire ce sont des ravisseurs, hein, c'est même pas son compagnon. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté, mais vous en connaissez peut-être plus que moi. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que finalement, qu'on s'attaque à d'autres ressortissants camerounais qui n'ont rien à voir. Mais ça, c'est aux autorités policières, et là, ils ont bien fait d'arrêter ces pillages-là. Mais moi, je m'insurge contre cette vindicte populaire contre des ressortissants camerounais qui sont des paisibles citoyens. C'est comme si, ici en France, et parfois on le vit, ou même aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas parce qu'un Noir ou même un Congolais va commettre un crime qu'on va s'attaquer à tous les Noirs ou tous les Arabes si c'est un Arabe. Donc moi, je condamne cette chasse à l'homme de nos frères africains camerounais qui sont des paisibles citoyens, qu'on soit étrangers au Congo ou même congolais, lorsqu'il y a des faits, il faut que les gens répondent de ces faits-là. Donc, tout le travail que nous avons à faire demain en tant que citoyens congolais, c'est d'éduquer nos populations, c'est qu'on ait une justice juste, j'ai envie de dire, et qu'on ait des autorités qui, si vous voulez, respectent, en tout cas fassent respecter le droit. Maintenant, en ce qui concerne l'association humanitaire, je rentre du Cameroun où nous avons fait évacuer 2 enfants congolais. On pourrait y revenir un peu plus longuement dans une autre émission. Mais ce que je dois vous dire, c'est que nous avons été reçus correctement par nos frères camerounais à Douala. On a été logés. Là, je vous parle de moi, y compris des 2 familles congolaises. Et c'est l'association de Roger Mila et d'Antoine Bell qui ont payé le séjour et les billets aller-retour des familles congolaises. Je vais vous envoyer les éléments. Donc, c'est pour vous dire que un malfrat camerounais qui va faire n'importe quoi au Congo ne peut pas être, si vous voulez, confondu à tout ce que nos frères camerounais font de bon.
En tout cas, merci Mingwa Biango d'avoir été avec nous, malgré bien sûr vos occupations, et je le sens, vous devez vous occuper d'autre chose. Je rappelle simplement que vous êtes fondateur et administrateur du site d'information congoliberty.com. Vous êtes aussi président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africains, et nous reviendrons sur cette question très prochainement pour évidemment toujours informer nos téléspectateurs sur l'évolution, sur ce que vous faites, vos activités humanitaires. En tout cas, Merci beaucoup. encore merci d'avoir été disponible pour nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore suivis, comme d'habitude. Des petits gestes qu'il faut toujours à se rappeler, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission. Merci, le geste, il est là, il est fait, c'est le petit pouce. Et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce témoignage sur Jean-Luc Maleka qui s'en est allé, ancien ministre congolais de l'économie et des finances. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.